chers camarades. Mes chers camarades, très heureux de vous retrouver ce soir, mais je voudrais dire un mot à mon tour de Big Pascal. Et surtout, rappeler que notre service d'ordre est un service d'ordre bénévole, peu de gens le savent, que ce sont des gens dévoués et que pour que nous puissions tenir nos réunions, nos congrès, nos conventions, nos meetings, il y a des gens qui tiennent des portes, qui font l'accueil, qui s'occupent de notre sécurité pendant que nous pouvons, nous parler, parfois nous confronter. Mais bref, ils sont le sens même de l'abnégation et ils méritent, à travers Big Pascal et à travers tous les autres, vraiment notre reconnaissance et on ne leur rendra jamais assez hommage. Vous le savez peut-être pas, et ceux qui sont derrière cette caméra encore moins, ce sont des gens qui souvent prennent leur congé pour en fait assister le Parti socialiste et faire en sorte que nous puissions tenir tous nos événements. Ce sont eux qui assurent nos sécurités dans les manifestations et qui sont ceux qui éventuellement prennent des coups. Ils en donnent très peu, je le précise. Et donc vraiment, je voulais dire ces mots avant que nous passions à l'essentiel de la discussion. Et Big Pascal était de ceux qui étaient vraiment parmi les piliers, qui ont fait de ce service d'ordre un service d'ordre très professionnel, qui agit toujours à bon escient. Et vous n'avez jamais entendu parler d'eux, sans doute parce qu'il n'y avait pas de raison de le faire et parce que le travail est fait et bien fait. Mes chers camarades, je voudrais maintenant entrer dans notre discussion du Conseil national. Revenir, c'est vrai, parfois tout va vite. C'était à peine il y a 2 mois et demi. C'était le premier tour de l'élection présidentielle. Aucun candidat de gauche n'a réussi à franchir la marche du premier tour. Pour la 3e fois en 20 ans, la gauche était absente du second tour d'une élection présidentielle. C'était il y a vraiment pile 2 mois, dans l'entre-deux tours, Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise, expliquait qu'il ne serait définitivement pas question de conclure un accord avec le Parti socialiste. Alors, cette situation, nous l'avons peut-être déjà oubliée. Sans doute, à la lumière des résultats obtenus, se dit-on que tout cela était si simple. Ça ne l'a pas été. Il a fallu convaincre. Il a fallu prendre ses responsabilités aussi. J'ai pris les miennes. Je vous ai ensuite invité, lors d'un premier Conseil national, le 19 avril, à ouvrir une négociation sans exclusive, y compris avec ceux qui ont fondé d'abord le parti de gauche, puis la France Insoumise, puis l'Union populaire, et avec lesquels nous nous battions depuis 15 ans. Nous avons ouvert cette négociation. Nous sommes ensuite revenus devant vous le 5 mai avec un accord à la fois électoral et programmatique. Je veux ici remercier, bien sûr, les membres du Conseil national qui ont permis que cette aventure puisse démarrer. Remercier aussi celles et ceux qui ont contribué par leur talent à cette négociation, au premier rang desquels Pierre Jouvet, qui a conduit notre délégation, Corinne Narassiguin, oui, vous pouvez les applaudir, Corinne Narassiguin, Christophe Clergeau, Sébastien Massini, Maxime Desgaillet, Laurent Baumel, Carlos da Silva, Thibaut Delahaye, Baptiste Morin, Ambre Doucelin, Richard Bouygues, qui ont été
dans ce moment-là, vraiment exceptionnel. Je dois le dire, cette négociation était difficile et son résultat n'a pas forcément séduit les uns et les autres au premier abord. 70 circonscriptions, c'est difficile à accepter pour un grand parti comme le nôtre, qui a son histoire, qui a toutes ses victoires aussi au compteur. Pas facile à accepter non plus de négocier avec des gens avec lesquels nous avions des différends importants sur la question européenne, sur l'Ukraine, sur la République, sur un nombre de sujets. Mais la réalité, c'est que dans l'accord que nous avons signé, nous n'avons jamais eu à rougir et nous n'avons jamais eu à souffrir d'un moindre reniement. Sur la question européenne, l'accord précise que nous ne sortirons pas de l'Europe, ni de l'euro. Sur l'Ukraine, que nous défendrons ensemble l'intégrité territoriale de l'Ukraine, que Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Depuis, dans la campagne électorale, Jean-Luc Mélenchon a précisé que s'il avait été Premier ministre, il aurait parlé d'une seule voix avec le Président de la République sur les questions européennes et internationales, que la question de l'OTAN ne se serait pas posée par son cohabitation. Bref, sur aucun des sujets sur lesquels j'ai entendu souvent des reproches, sur aucun de ces sujets, il n'y avait matière, en réalité, à se reprocher à nous-mêmes la moindre concession qui aurait remis en cause notre identité propre. Mais c'est vrai que c'était la première fois depuis 1972 que le PS négociait dans une position où il n'était pas le principal partenaire, en tout cas le partenaire en position de force. Alors, j'ai tout entendu. J'ai aussi tout supporté. Et avec vous, j'ai gagné ce pari fou de faire plus avec moins. Faire plus parce qu'avec 70 circonscriptions, nous avons fait près de 300 000 voix supplémentaires par rapport à l'élection présidentielle. Faire plus parce que nous avons plus de parlementaires que dans le précédent mandat, alors que nous étions promis à la disparition de notre groupe. Le groupe s'est renouvelé de moitié. Parmi les 14 nouveaux parlementaires, il y a quelques héros. Jérôme Gage, qui a battu Amélie de Montchalin. Roger Vico, qui a battu Laurent Pietraszewski. Christian Baptiste, qui a battu Justine Bénin. Mélanie Thomain, qui a battu Richard Ferrand. Michael Boulou, qui a battu Florent Bachelier. Alors, la stratégie dissidente, je dois le dire, a perdu non seulement au Conseil national, perdu devant la justice, mais il faut aussi le dire maintenant, elle a aussi perdu devant les électeurs. Nos règles s'appliqueront parce que la dissidence ne peut pas être sans conséquences. Et chaque camarade, je le dis, même si je sais que cela peut nous faire parfois un peu de peine, mais le problème des éléphants, c'est qu'à les suivre, nous aurions pu partir au cimetière. Et
ce que nous avons fait ensemble, c'est tout simplement de faire un choix clair, un choix qui nous engage, un choix qui nous réconcilie avec les Françaises et les Français qui avaient désappris à espérer avec nous. Le groupe parlementaire s'est réuni à 2 reprises cette semaine. Il est homogène, il est convergent, il est déterminé. Ce matin, il a élu en son sein un nouveau président que je salue, Boris Vallaud. Avec Boris, nous allons travailler main dans la main, comme nous l'avons fait sur le projet. Et je veux, dans le même temps, rendre un hommage appuyé, chaleureux, à Valérie Rabault, qui l'a précédée dans la fonction et qui a accompli un travail extraordinaire pendant les 4 ans où elle a été présidente de notre groupe. Cet après-midi, s'est aussi réuni pour la première fois les représentants de l'intergroupe. Je n'en dis rien, Boris tout à l'heure s'exprimera et c'est à lui qu'il reviendra de dire quelles en ont été les premières conclusions. Alors, je sais que certains, après moi, plaideront pour faire de cet accord un simple accord électoral. Le vote passé, aussitôt, il faudrait l'oublier. Ce sera vraisemblablement le débat du prochain congrès dès l'automne prochain. Mais je veux vous dire aussi, ma ligne à moi est très simple. On ne tourne pas le dos à ceux qui nous ont fait confiance. Dans ces législatives, il y a pour moi 3 acquis. Le premier, c'est effectivement de pouvoir à nouveau reparler et surtout être à nouveau entendu par des Français qui ne nous regardaient plus et surtout qui ne nous entendaient plus. Le second acquis, c'est la clarification sur le plan politique, celui de notre ligne politique. La fin du soupçon, celui de la macron-compatibilité. Les socialistes sont socialistes, ils ne sont pas socio-libéraux. Troisième acquis, il a fait émerger une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération doit maintenant prendre à la fois son envol et faire la démonstration de sa capacité à endosser une responsabilité lourde, celle de faire vivre un parti centenaire. Notre avenir, cependant, se situe au cœur d'un rassemblement, celui de la gauche et des écologistes. Le moteur de la victoire, de toutes les victoires, de toute éternité, c'est le rassemblement. C'était le cas aux élections locales et c'est le cas encore aujourd'hui dans ces élections législatives. Ça n'est pas suffisant, mais c'est un impératif. Chacun le sait bien aujourd'hui, les élections se gagnent d'abord au premier tour. Dans la tripartition de la vie politique, s'il n'y a pas de rassemblement, alors il n'y a pas de second tour. Et s'il n'y avait pas eu l'accord de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, alors l'extrême droite se serait retrouvée dans 200 circonscriptions supplémentaires au second tour. Et vraisemblablement, elle aurait emporté dans la moitié des cas, comme dans les autres circonscriptions où elle était en duel avec les uns ou les autres. Et ce ne serait pas 89 députés aujourd'hui pour l'extrême droite, mais 189 députés pour l'extrême droite. Alors je vous demande de mesurer ce qu'a été l'importance de cet accord, qui a permis aussi de limiter l'entrée au Parlement de celles et ceux qui sont les héritiers de Marine Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, mais aussi de l'OS et de Vichy. Et donc, oui, nous avons bien fait de faire cet accord en rassemblant la gauche et les écologistes. Les gauches irréconciliables
C'est la fable qu'entretiennent les libéraux pour entretenir la division et se maintenir au pouvoir. Cette histoire a désormais de nouvelles variantes. Pour nous opposer, le pouvoir a d'abord, lors de l'élection législative, renvoyé dos à dos, je cite, les extrêmes. Nous ne nous sommes pas divisés. Mais parce que cette phrase, prononcée par Elisabeth Borne, prononcée par le président de la République, prononcée par leurs supporters, a permis à des millions de Français de s'affranchir de ce que nous avons constitué, scrutin après scrutin, scrupuleusement, scrutin après scrutin, de faire tomber le front républicain. Et le résultat, ce sont effectivement ces 89 parlementaires du Rassemblement national. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Depuis l'élection, depuis que cette majorité est introuvable au Parlement, ils ont prolongé. Ce ne sont plus seulement des extrêmes qu'on met dos à dos, non. Ils ont même exprimé une préférence pour l'extrême droite. Monsieur Bayrou, qui ne sait plus si le Rassemblement national est bien d'extrême droite. Monsieur Dupond-Moretti, qui envisage de travailler avec l'extrême droite. Éric Woerth, qui explique qu'il préfère, à la Commission des finances qu'il a lui-même présidée, un président d'extrême droite plutôt qu'un élu de la NUPES. Les députés LRM, qui se sont donnés à cœur joie, expliquant les uns et les autres qu'ils étaient prêts à chercher les voies où qu'elles se trouvent, le pragmatisme poussé jusqu'au bout. Et même pire, considérant que les anti-républicains ne sont plus à l'extrême droite et que ce sont au contraire nos alliés qui sont, eux, l'expression aujourd'hui de l'anti-république. Je le dis devant vous, cette inversion des repères est une honte. Une honte d'abord parce que je me souviens des mots de Richard Ferrand dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, quand il se déclarait des valeurs communes avec justement la France insoumise, des valeurs républicaines, disait-il. Que sont devenus les mots de Richard Ferrand? Mais mieux encore, je vous cite ce que disait le chef de l'État. Le chef de l'État disait, le 10 avril, « Certains qui voteront pour moi le feront pour faire barrage à l'extrême droite. Et je suis pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien du projet que je porte et je le respecte. » Que sont devenus Richard Ferrand et Emmanuel Macron? C'est ensuite une honte parce que c'est une faute historique. Je l'ai dit il y a un instant. Il y a d'un côté les héritiers d'une histoire honteuse, celle de Vichy, celle de l'OS, mais aussi un présent qui est honteux. Dans l'élection présidentielle, ils sont ceux qui ont plaidé la révision de notre loi fondamentale pour pouvoir instaurer une règle, celle de l'institutionnalisation de la discrimination par la préférence nationale. Ils sont là, toujours les mêmes, à renier, y compris ce que nous portons de toutes nos écoles, de toutes nos mairies, cette idée de liberté, d'égalité et même, et surtout même, de fraternité. En face d'eux, les insoumis que l'on peut contester, et ça nous arrivera encore d'avoir des désaccords avec eux, mais jamais parce que nous sommes socialistes, justement. Nous ne pourrons accepter que quiconque à gauche, cette gauche qui a un dessein, une vision, qui reste une vision humaniste, écologiste, puisse être insultée de la sorte. Parce que quand on insulte quelqu'un, parmi celles et ceux qui font campagne avec nous, on nous insulte nous aussi. Parce que quand on insulte le reste de la gauche, on interdit à terme toute possibilité pour elle de victoire,
alors nous ne laisserons pas passer, nous ne laisserons rien passer, plus jamais rien passer, parce qu'il est temps que nous redressions ensemble la tête et que nous portions haut nos valeurs et nos couleurs. La fin ne justifiera jamais les moyens. Je me souviens de cette phrase de Michel Noir qui disait « Mieux vaut perdre une élection que perdre son âme ». Mais que se passe-t-il quand on a à la fois perdu une élection et perdu son âme? C'est ce qui se passe aujourd'hui pour cette majorité relative. Et c'est vrai que le président de la République est sorti désavoué de ce scrutin. Il ne dispose que d'une majorité relative. Et c'est même la première fois sous la Ve République qu'un président de la République, fraîchement réélu, est aussi loin d'une majorité absolue. Les Français ont réélu Emmanuel Macron, c'est vrai, mais ils ne l'ont pas élu sur un projet clair, comme lui-même le reconnaissait. Ils l'ont élu face au risque RN. Non, ils ne l'ont pas réélu sur un projet clair et non, les formations politiques n'ont pas aujourd'hui à lui répondre jusqu'où elles sont prêtes à aller pour lui signer un chèque en blanc. Et non, non, le pays n'est pas bloqué non plus. J'entends bien le procès qui commence à nous être fait. Nous serions demain celles et ceux qui bloquent le pays, celles et ceux qui provoquent le chaos. Nous serions les méchants et eux les gentils. Ça aussi, c'est une fable. La réalité, c'est que ce n'est pas ce pays qui est bloqué, c'est que c'est le projet libéral d'Emmanuel Macron qui est bloqué, et c'est très différent. On nous demande, alors, maintenant, que ferez-vous, vous, sur le pouvoir d'achat? Puisqu'il paraît que la majorité relative proposera dans les prochains jours un texte sur le pouvoir d'achat. Que ferons-nous? Est-ce que nous serons de ceux qui accepteront d'avancer ou qui seront hostiles à tout? Est-ce que nous serons pour ou est-ce que nous serons contre? Voilà ce à quoi nous sommes intimés de répondre en permanence. Eh bien, je vous réponds simplement. Nous ferons nos propres propositions avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale dès la semaine prochaine. Et nous n'accepterons aucune rustine. Les chèques cadeaux, c'est sympathique, mais ce n'est pas ce que demandent les Françaises et les Français. Ce que les Français nous ont demandé pendant cette année entière, où nous avons battu campagne partout en France, partout les mêmes mots. Nous voulons simplement pouvoir vivre dignement de notre salaire, pouvoir vivre dignement de notre travail, faire en sorte de pouvoir payer des vacances, des loisirs, simplement à manger à nos enfants, parce que la dignité passe d'abord par la reconnaissance du travail, et c'est impérativement ce que nous devons défendre nous-mêmes. Nous sommes celles et ceux qui défendront la dignité et le travail, et nous continuerons à le faire. Alors, s'ils nous disent que le travail ne peut pas payer, nous répondrons non. S'ils nous disent au contraire qu'ils sont prêts à augmenter les salaires, à commencer par le salaire minimum, alors nous serons présents. S'ils nous disent qu'ils veulent revaloriser les pensions, nous dirons oui, mais tout dépend du montant. Si j'entends, comme ça me semble être le cas, qu'ils veulent revaloriser les pensions de retraite à un niveau qui est inférieur à l'inflation, alors nous dirons qu'ils se moquent du monde. Ils ont déjà désindexé les pensions et maintenant ils voudraient les revaloriser à un niveau où chaque semaine, chaque mois, les retraités qui n'ont que ça pour vivre n'auront même pas la possibilité de maintenir le seuil qui leur permet de continuer à survivre et à exister. Alors oui, voilà notre ligne de conduite. Nous sommes de ceux qui défendront les classes populaires, les classes moyennes, celles et ceux qui ont besoin de nous et qui nous disent dans cette élection législative qu'ils attendaient de nous que nous revenions nous mettre à leur service, les défendre au premier plan, être les premiers de trancher quand eux sont les premiers de corvée. Voilà ce que nous allons faire ensemble au Parlement et ce que nous défendrons jour après jour.
Alors on nous demande aussi, mais comment est-ce que ça peut marcher, un Parlement sans majorité? Eh bien, ça marche tout simplement en respectant le Parlement, en laissant le débat, justement, se nouer autour de propositions. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais pour ceux qui, au-delà de ce Conseil national, n'ont pas encore entendu, à force de campagne, ce que nous proposons, eh bien, simplement leur rappeler que nous voulons porter le SMIC à 1 500 €, que nous voulons le blocage des prix des produits de première nécessité, que nous voulons revaloriser les pensions, que nous voulons déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. Voilà 4 propositions parmi tant d'autres qui devraient être débattues au Parlement. Et le Parlement doit retrouver tous ses droits. Je sais bien que la logique voudrait que l'on passe tout de suite à une évolution plus importante encore de nos institutions. Nous avons d'ailleurs, dans l'élection présidentielle, porté l'idée qu'il fallait de grandes évolutions, permettre de grandes avancées. Nous ne sommes pas majoritaires, alors elles sont remises à plus tard. Mais nous pouvons déjà demander une évolution, celle du règlement de l'Assemblée, faire en sorte, par exemple, que l'ordre du jour du Parlement ne soit plus l'exclusivité, ou presque, de la majorité relative et du gouvernement, que chaque mois, les groupes minoritaires, et nous sommes tous des groupes minoritaires dans ce Parlement, puissent exprimer leur position, permettre à chacune de ces formations politiques de pouvoir défendre des propositions qui peuvent ensuite faire débat, ensuite trouver leur majorité, comme nous l'avons fait parfois d'ailleurs, y compris dans le précédent mandat. Voilà ce que nous devons réclamer, une reparlementarisation de la vie politique, faire en sorte que le débat puisse avoir lieu. Ce que les Français ont dit à Emmanuel Macron le 19 juin, c'est que Jupiter, c'est fini. Ils veulent un président qui écoute, ils veulent une majorité qui ne décide pas seule, ils veulent des décisions qui sont prises à la hauteur des hommes et des femmes qui attendent des décisions pour leur vie quotidienne. Voilà ce qu'ils veulent et voilà ce que nous allons porter avec nos partenaires de la nouvelle Union populaire. Alors, dans tous les débats, que défendrons-nous? Une idée simple, l'idée de la justice, qui est notre fil rouge depuis toujours, parce que notre vocation est de défendre le monde du travail. Je viens de le dire, nous défendrons d'abord sa valeur. Je ne reviens pas sur les salaires, j'en ai parlé. Mais il faudrait aussi, puisque tout le monde prétend défendre la valeur travail, défendre aussi les droits des travailleurs pour tous en refusant cette ubérisation progressive de la vie professionnelle. Aujourd'hui, ce sont les livreurs, ce sont les chauffeurs, et parce qu'ils sont d'origine étrangère, on fait semblant de ne pas voir qu'ils n'ont aucun droit, qu'ils sont laissés pour compte, que quand ils se cassent une jambe, eh bien, ils n'ont pas droit aux accidents du travail, que quand ils partent en vacances, ils n'ont pas droit aux congés payés, que quand ils sont malades, ils n'ont pas le droit à l'assurance maladie, et bien sûr, quand ils sont au chômage, ils n'ont pas le droit à l'assurance chômage. Voilà tout ce qu'ils vivent, et parce que pour l'instant nous refusons de voir, nous ne voyons pas non plus que demain, ce ne seront plus seulement les chauffeurs et les livreurs qui seront livrés justement à cette situation, mais aussi tous les métiers qui dépendront d'une plateforme et qui seront de plus en plus nombreux. Alors oui, défendre la valeur travail, c'est aussi se battre contre l'ubérisation de la société française. Défendre le travail, c'est évidemment défendre aussi la protection des salariés. Et nous continuerons à nous battre dans l'opposition pour l'abrogation de cette réforme de l'assurance chômage qui prélève chaque année 1,5 milliard sur ceux qui en ont justement le plus besoin, au premier rang desquels les femmes seules qui élèvent des enfants, les étudiants, les jeunes qui sont les intermittents du travail et qui sont les premiers touchés par cette réforme de l'assurance chômage. Défendre le travail et sa valeur, c'est défendre évidemment l'égalité entre les femmes et les hommes, et nous défendrons dans l'opposition ce que nous avons défendu dans la campagne, défendre l'égalité salariale pour les femmes et les hommes à la fin de ce mandat, parce qu'il est inadmissible de mettre comme première cause nationale
la lutte contre les violences faites aux femmes, mais la violence qui est subie par le plus grand nombre de femmes, c'est de ne jamais être payées comme les hommes dans ce pays, alors qu'elles font le même travail, 20% de moins. Ce n'est plus supportable et c'est une violence symbolique que nous ne pouvons pas accepter. Alors oui, aussi là-dessus, nous nous battrons. Défendre la valeur travail, c'est défendre aussi une fiscalité plus juste. Et au Parlement, nous défendrons l'idée qu'évidemment, nous ne pouvons pas accepter l'idée que le capital et le travail ne soient pas indexés au même barème, que l'argent qui n'est pas prélevé sur les grandes fortunes, sur les grandes entreprises, cet argent, c'est cet argent qui manque aujourd'hui à l'école, à l'hôpital, et qu'on voudrait maintenant prendre dans le cadre de la réforme des retraites aux retraités pour financer des politiques publiques que nous devons financer, évidemment, d'abord par la fiscalité, une fiscalité plus juste, et c'est aussi ce que nous défendrons. La justice, c'est aussi de préserver l'avenir de nos enfants. Le réchauffement climatique a une cause, et nous la connaissons. Elle est 100% humaine. Il n'y a pas d'autre cause que l'activité humaine. Et nous avons donc une responsabilité particulière. Et d'abord, nous, les pays développés, parce que l'empreinte carbone, elle est d'abord la nôtre, celle de notre développement, de notre richesse. Et nous allons devoir maintenant accomplir des ruptures aussi, nécessaires, impératives, pour ne pas laisser une terre à nos enfants que nous n'aurions pas nous-mêmes aimé habiter. Nous étions hier avec Boris et avec nombre de parlementaires du groupe à la rencontre des scientifiques sur la place des Invalides. Ils nous ont rappelé les conséquences immédiates ou presque du réchauffement climatique. Ces conséquences en cascade, ce n'est pas simplement le fait d'avoir plus chaud, de souffrir de la canicule. La canicule, c'est aussi les anciens qui meurent davantage, les hôpitaux qui sont surchargés. Ce sont aussi des sécheresses qui nous privent de notre sécurité alimentaire. Ce sont ces rivières qui ne viennent plus réchauffer le cœur des réacteurs. Ce sont toutes ces conséquences aussi sur ces espèces qui sont en voie de disparition. On nous parle de la 6e extinction de masse. De quoi parle-t-on? On parle d'une extinction comparable à celle qui, il y a quelques millions d'années, a vu disparaître les dinosaures. Et aujourd'hui, nous nous préparons, alors que nous savons ce qui va se passer, eh bien, nous nous préparons à faire ou à ne pas faire. Elle est là, la question pour nous. Comment se passera l'avenir de nos enfants quand il n'y aura plus d'insectes pour polliniser les arbres fruitiers, quand il faudra les polliniser à la main, comme c'est déjà le cas dans nombre de régions aux États-Unis? Que ferons-nous? Que laisserons-nous comme trace? Et que penseront-ils de nous qui avions encore le pouvoir de faire et qui avions renoncé quand c'était encore possible? Alors oui, la justice, elle est aussi écologique, et c'est aussi ce que nous défendrons dans les prochains mois au Parlement, n'en déplaise à celles et ceux qui ont déjà été condamnés pour inaction climatique. Sur tous ces sujets, nous allons remettre l'ouvrage sur le métier comme sur bien d'autres. L'erreur, ce serait de n'être en campagne que pour les élections. Il y a une bataille culturelle à mener et à gagner. Nous avons aussi pour cela besoin, je le dis, moins à vous que ceux qui nous regardent, que nous aurons besoin pour cette bataille de monde, de militantes et de militants, de gens qui s'engagent avec nous, qui viennent convaincre semaine après semaine et mois après mois. Et c'est la raison pour laquelle, dès la semaine prochaine, nous engagerons une grande campagne d'adhésion au Parti socialiste pour faire en sorte de trouver des relais parmi vous, jeunes qui vous êtes battus pour le climat dans les marches, jeunes et moins jeunes qui vous êtes battus avec MeToo pour faire respecter les droits des femmes, celles et ceux, jeunes et moins jeunes, qui se sont battus contre les discriminations, contre le racisme, contre l'antisémitisme, avec Black Lives Matter. Bref, toutes celles et ceux qui ont rejoint le mouvement social, syndical
et qui peuvent aujourd'hui nous rejoindre aussi dans l'action politique, parce que nous avons besoin de nouveaux militants, de nouveaux cadres, de nouveaux élus, de celles et ceux qui vont continuer à faire survivre ce parti centenaire et qui a besoin aussi de ressources nouvelles pour pouvoir se régénérer par l'action des uns, par l'apport des autres et faire en sorte que nous puissions continuer ensemble ce travail. Nous irons ensuite à Blois. Tout à l'heure, Corinne en donnera le projet, le programme. Et nous y réfléchirons notamment aux formes de l'engagement, autant qu'au fond de ce que nous défendrons. Et au Congrès, ensuite, à l'automne, je vous demanderai de valider notre programme de travail pour les prochaines années. Alors, c'est vrai, la gauche n'a pas gagné en 2022, mais elle a spectaculairement progressé. D'abord par le nombre, ensuite, et peut-être même surtout, par l'état d'esprit qui désormais règne entre nous et nos partenaires. Nous avons mis beaucoup de temps à nous comprendre. Nous mettrons encore beaucoup de temps à nous connaître vraiment et à accepter nos différences, et parfois à faire le choix de l'autre quand on pense qu'il est le meilleur. Mais indiscutablement, en ce mois de juin, quelque chose s'est passé. Indiscutablement, nous avons réussi à aller plus vite qu'au cours de ces 15 dernières années, réussi à nous réconcilier au moment où l'on disait irréconciliable. Alors, chers camarades, nous aurons aussi besoin, et c'est vrai, de nous interroger avec eux sur les raisons de l'échec. Ce n'est pas une victoire. Et donc il faudra, avec eux, faire en sorte de comprendre ce qui nous a manqué. Pourquoi nous n'avons pas réussi à aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Pourquoi nous ne sommes pas aujourd'hui majoritaires. Ce travail, il est impératif. Nous ne pourrons pas nous limiter à répéter comme un mantra ce que nous avons déjà signé. Il faudra innover encore, rechercher, faire en sorte d'étonner encore les Françaises et les Français, leur faire comprendre que nous ne sommes pas à court d'imagination ni à court de solutions, mais nous le ferons avec eux, dans la loyauté et dans la réciprocité. Voilà, chers camarades, j'achève mon propos en vous disant la chose suivante. Écoutons Boileau. Boileau disait, cette phrase, vous la connaissez, « Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. » Eh bien, c'est ce que je vous engage à faire. Et au bout, chers camarades, moi je vous promets la victoire. Celle que nous partagerons avec ceux qui croient que la République est une promesse, que la France est son terreau et que l'humanité reste son horizon, notre horizon. Vive la gauche, vive la République et vive la France.